La santé mentale des doctorants est catastrophique. Quand le doctorat met la santé mentale à rude épreuve, PhD, dit pour dépression, un doctorant qui ne déprime pas, ce n'est pas un bon doctorant. Spoiler, je vais pas du tout avoir ce type de discours dans cette vidéo. Moi c'est Mathilde et après quelques longues vidéos sur l'agrégation, je suis là pour vous parler de ma première année en tant que doctorante. Il y a déjà plusieurs vidéos sur le sujet, je vous mettrai quelques liens en barre d'infos et let's go! Résumé de mon parcours, bac scientifique, licence de mathématiques et master de mathématiques approfondies, licence et master que j'ai effectué à Tours. Comme j'ai toujours adoré les mathématiques, c'est assez naturellement que après la terminale, je me suis dirigée vers une faculté de maths. Et la grosse question, pourquoi pas une prépa ? Tout simplement parce que je viens pas d'un milieu qui est familier avec les prépas et encore moins les ENS. En terminale, pour moi, prépa c'est égal à école d'ingénieur qui est égal à ingénieur. Je voulais pas faire ingénieur, je voulais faire prof de maths, donc qu'est-ce que j'allais faire en prépa ? Une autre étape non classique de mon parcours, c'est ma deuxième année de master. En effet, le parcours le plus classique, c'est d'avoir fait une deuxième année consacrée master de recherche. Et pour certains, une deuxième année de master consacrée à l'agrégation, donc soit avant, soit après. Mais souvent, il y a 2 années de deuxième année de master, donc une pour un M2 recherche et une autre pour un M2 agrégation. Dans mon cas, ces 2 années étaient regroupées en une seule année. C'était deuxième année de master recherche et agrégation en même temps. Donc, comment vous dire que face à l'agrégation, la recherche prenait vraiment très peu de place. D'où des petites lacunes que j'ai eu à rattraper cette année, mais ça on en parlera après. Il faut savoir que jusqu'à la fin de ma première année de master, l'idée de faire une thèse, elle était pas du tout présente. Un peu comme pour la prépa, je n'avais pas vraiment d'idée de ce que c'était, et les seuls discours que j'avais entendus sur le sujet, c'était des discours plutôt négatifs, du genre c'est difficile de trouver un sujet, et une fois la thèse finie, c'est difficile d'avoir un poste. Bref, le genre de discours qui vend pas du tout du rêve. Mais à la fin de mon M1, j'ai participé à une masterclass à Angers. D'ailleurs, instant pub, la masterclass était une masterclass. Je vous recommande vivement de ce genre d'expérience parce que au-delà de voir des choses différentes de ce qu'on peut voir en cours, le côté relationnel est ultra intéressant. Échanger avec des gens venus d'autres universités, c'était super. J'ai adoré. Donc vraiment, je vous recommande. La masterclass dont je parle, elle s'appelle les lectures de Sophie Kowalewski. Je galère à dire son nom de famille, m'en voulez pas. Mais il en existe sûrement plein d'autres tout aussi cool. Bref, revenons à nos moutons. Durant cette masterclass, il y a eu une présentation du doctorat de mathématiques et c'est la première fois qu'on en parlait de manière positive et ce qui en a été dit m'a trop donné envie, ça m'a trop hypé. Instant confession, je suis juste une alcoolique qui se dit qu'il y avait un apéro à la fin. Une fois que l'idée avait bien mûri pendant les vacances d'été, à la rentrée de M2, donc il me restait encore beaucoup de questions dans ma tête concernant la thèse. C'est pourquoi j'ai pris rendez-vous avec ma directrice d'année et elle a répondu à toutes mes questions et ça n'a fait qu'augmenter mon envie de faire une thèse. Elle m'a notamment dit que faire une thèse était totalement compatible avec l'agrég, dans le sens où déjà si j'avais l'agrégation je pouvais faire ma thèse tranquillement puis prendre mon poste par la suite et en plus si je réussissais pas à avoir l'agrégation, le point le plus important à ce moment-là, c'était que je pourrais retenter l'agrégation en même temps que ma thèse en parallèle. Ce serait pas facile mais c'est possible. Après ça, on a rapidement parlé des sujets qui étaient proposés à Tours pour mon année. Il faut savoir qu'avant d'aller la voir, je n'avais vraiment aucune idée du domaine dans lequel je voulais partir en thèse. C'est-à-dire que même choisir entre algèbre et analyse, j'y arrivais pas. Vraiment, tout me plaisait. Parmi les sujets qu'elle m'a dit, forcément, ça me parlait pas des masses, puisque c'était des mots qui m'étaient inconnus et des domaines, pareil, plus ou moins inconnus. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre, mais elle m'a également mentionné les professeurs qui proposaient ces sujets-là, et parmi eux, il y en a un que j'adorais. Il faisait partie de mon top 3 des profs à la fac, et il était pas 3e. Niveau pédagogique, j'avais adoré ses cours, et d'ailleurs, c'est avec lui que j'avais fait mon mémoire de M1, donc j'avais déjà une première expérience avec lui, et je savais un peu comment il guidait les choses, et du coup, ça me rassurait beaucoup de me diriger vers lui. Il fallait quand même que j'en sache un peu plus sur le sujet, donc j'ai été le voir. Il m'a expliqué avec les mains le sujet, et il m'a également proposé un mémoire introductif de M2 pour pouvoir commencer à travailler dessus. Donc le mémoire m'a plu, et voilà, du coup c'était lancé. Certains m'ont aussi demandé pour l'aspect financier. Alors à l'échelle de mon école doctorale, mais il me semble que c'est national, quand on veut candidater à une thèse en mathématiques, il faut obligatoirement avoir un financement. C'est-à-dire qu'on peut pas faire de thèse, en maths en tout cas, si on n'a pas un financement derrière. Il me semble que pour ma part, c'est la région qui a fourni la bourse à mon sujet. Et ensuite, c'était, je suppose à l'école doctorale ou à des gens en tout cas, de trouver l'étudiant qui allait
devenir doctorant de ce sujet. Dans mon cas, j'étais la seule à avoir candidaté sur le sujet, donc c'était un peu plié d'avance. Mais, petite parenthèse pour vous dire de faire attention encore une fois, parce que ce parcours que je vous décris qui est le mien, c'est pas du tout le cheminement classique. Et d'ailleurs, s'il y a d'autres doctorants qui passent par là, n'hésitez pas dans les commentaires à dire votre parcours ou comment vous avez obtenu votre financement ou même comment vous avez trouvé votre sujet. J'épinglerai en commentaire si jamais d'autres personnes sont intéressées, parce que de ce que j'entends autour de moi, c'est beaucoup plus compliqué que ça dans d'autres universités. Il y a également la possibilité de faire une thèse avec une entreprise. On en entend un petit peu moins parler, mais il faut savoir que ça existe. Je m'y connais pas assez sur le sujet, mais de ce que je sais, ça permet de trouver un financement autre que les bourses, qui sont parfois compliquées à obtenir. Et en plus, en général, les entreprises rémunèrent un peu plus généreusement que les bourses, donc why not? Pour ceux que ça intéresse, le titre de ma thèse, c'est... Je vais regarder. Étude des hypersurfaces minimales à bord libre dans des domaines extérieurs. Je sais que beaucoup aimeraient que j'en parle plus en détail. J'aimerais également. J'ai 15 000 posts Insta de commencer et pas fini ou alors pas publié. Tout simplement parce que pour le moment, je me sens pas du tout, mais pas du tout au niveau pour introduire le moindre concept. Je me sens pas du tout légitime et j'ai vraiment trop peur de dire des bêtises. Mais j'espère vraiment qu'un jour j'arriverai à me lancer. Franchement, ça va. Ça va plutôt bien même. Pour être honnête, c'est limite la meilleure année de ma vie. Après tout ce qu'on entend sur la thèse, ça fait un peu bizarre de dire que ça va. Mais je vais pas vous mentir juste pour entrer dans la case doctorant dépressif. Donc, ça va. J'adore ce que je fais. Non, je travaille pas 60 heures par semaine. Non, je suis pas toute la journée seule à un bureau. Et même l'ambiance avec les autres doctorants dépasse mais vraiment toutes mes attentes. Après, on va pas se mentir, la partie recherche, c'est pas facile. Mais je pense que ça fait partie du charme de l'aventure, justement. Si c'était simple et qu'on pouvait plier ça en un an, il y aurait plus de fun. Enfin, mon discours est sûrement nuancé avec le fait que je sors d'une année de préparation à l'agrégation, donc une année où là, pour le coup, je travaillais plus que 50 heures par semaine. Donc forcément, à côté, quand tu me donnes mes soirs de libre et mes week-ends, pour moi, j'ai l'impression d'être en vacances, mais vraiment tout le temps. Limite une chômeuse. Donc le contraste joue probablement sur mon ressenti aussi. D'ailleurs, une des questions qui m'a été posée, c'est être thésard. Est-ce que c'est être tout le temps seul, ou du moins être tout le temps seul dans son travail? Alors, tout le temps seul, non. Et heureusement, dans mon labo, on est environ un groupe de 15 doctorants, stagiaires, post-doc, etc. où on s'entend tous très bien. Et en particulier, dans le bureau, on est 6. Donc, on n'est pas du tout seul toute la journée, comme on peut l'imaginer. Quand bien même, il y a des pauses où on voit ceux qui sont pas dans notre bureau. Et l'ambiance, elle est vraiment incroyable. Du coup, c'est trop bien. Mais ça aussi, ça doit dépendre des endroits. Je pense que j'ai vraiment de la chance. Et pour ce qui concerne le travail, encore une fois, ça dépend. Parmi le groupe que j'ai cité précédemment, souvent, il y a des personnes qui étaient dans des domaines rapprochés, donc qui pouvaient échanger entre eux. Mais c'est vrai que pour ma part, il n'y a pas d'autres doctorants en géométrie différentielle. Donc, de ce point de vue-là, quand j'ai des questions un peu bêtes que j'ose pas poser à mon directeur de thèse, j'ai personne à qui les poser, personne avec qui échanger sur les trucs un peu plus basiques, quoi. Donc de ce point de vue-là, oui, mais durant l'année, j'étais amenée à travailler sur des questions, sujets, démonstrations, peu importe, où il y avait une partie, on va dire, purement analyse, qui nécessitait pas forcément de connaître la partie géométrie différentielle qu'il y avait derrière. Et du coup, sur ces questions-là, je pouvais demander aux autres. Et il y a notamment un doctorant qui m'aidait beaucoup et avec qui on réfléchissait sur plein de choses ensemble. Et c'était trop cool. Pareil, j'ai une pote qui fait une thèse en EDP. Donc je suis nulle en EDP, je peux pas du tout l'aider là-dessus. Mais parfois, elle a besoin de toucher à la géométrie différentielle. Et du coup, là, il arrive qu'elle me pose des questions. Et après, on se pose sur son problème et on réfléchit toutes les deux ensemble à des potentielles solutions, et voilà. Donc peut-être que des personnes peuvent se sentir seules, mais en tout cas, j'ai jamais ressenti ça de l'année, c'est pas du tout mon cas, et je me sens même très bien entourée. Mais encore une fois, ça doit dépendre des universités. On passe à une question très demandée également. Qu'est-ce que je fais de mes journées? Donc je vais vous parler de ma première année de thèse, mais ça représente pas du tout l'ensemble du métier. Je n'ai pas exploré toute la map de la recherche encore. Du coup, durant cette première année, j'ai été beaucoup guidée par mon directeur et ça, je sais que j'ai eu de la chance et que ça dépend un peu des directeurs et que ce n'est pas pour tout le monde le cas. Comme je n'avais pas eu de master recherche très poussé, j'ai d'abord dû rattraper pas mal de bases en géométrie riemannienne. Pour ça, j'ai utilisé des livres, encore une fois conseillés par mon directeur de thèse.
et je les ai complétés avec des recherches internet. J'ai également eu la chance que mon directeur, lors de nos premiers rendez-vous, me fasse des mini-cours sur ces nouvelles notions, et ça c'était vraiment un luxe, et je sais que pas beaucoup de doctorants ont cette chance, mais c'était vraiment incroyable. Concrètement, je travaillais un peu comme on travaille des cours, c'est-à-dire que je lisais, j'essayais de comprendre, je faisais des fiches, j'essayais de faire des exercices, mais souvent j'y arrivais pas, et il n'y avait pas les corrections, donc ça c'était un peu démoralisant. Mais mon directeur, il me donnait lui aussi des exercices, et ceux-là, on les revoyait ensemble au rendez-vous d'après, donc ça c'était grave cool. Encore une fois, j'ai trop de chance d'avoir ce directeur. Donc quand j'ai commencé la lecture d'un livre qui était lui plus proche de mon sujet de thèse, là j'ai commencé à faire un document LaTeX où je notais les démonstrations que j'avais réussi à compléter ou à comprendre avec des détails supplémentaires pour que je puisse y revenir et recomprendre assez rapidement et assez facilement. C'est à partir de novembre-décembre que j'ai commencé à lire des articles. Bien évidemment, j'ai rien compris. Et aujourd'hui encore, ces articles ils sont en cours de compréhension, mais il paraît que c'est normal. Donc ça va. Là encore, j'ai fait un document par article où je notais les petits détails de démonstration ou même les petits détails dans certaines lignes que je comprenais pour pouvoir le reprendre facilement et rapidement. Mais ça n'avançait pas vite du tout. Et pour vous donner une idée, je pense qu'il n'y a pas eu une seule démonstration où j'ai pas eu besoin d'aide. Et donc si je devais résumer la suite, je dirais que maintenant, donc lors de nos rendez-vous, souvent, mon directeur me donne des points à travailler ou des démonstrations à voir, des points à comprendre, etc. Donc, dans la semaine, je travaille ça. Et si à un moment, j'ai tout regardé et que je suis bloquée de partout, j'essaie de trouver des articles autres, parallèles, qui ressemblent, dans lesquels je peux trouver soit une méthode, soit qui peuvent me permettre d'avancer et jusqu'au rendez-vous suivant. En parallèle de tout ça, il y a des choses qui viennent s'ajouter, c'est-à-dire les séminaires, les conférences, les masterclass, les journées entre doctorants, les journées entre du laboratoire, etc. Enfin, il y a plein de choses. On est amené à suivre plein d'exposés de chercheurs qui nous présentent leurs travaux, et c'est super intéressant. Mais il faut quand même avouer que la plupart du temps, on comprend rien du tout. Et encore une fois, il paraît que c'est ok, donc ça va. Pour mon organisation, je vais plutôt parler du deuxième semestre parce que le premier semestre c'était juste full recherche, donc c'est un peu moins intéressant. Avec mon directeur, on avait des rendez-vous toutes les semaines, donc c'était tous les lundis après-midi. Pour vous donner une idée, ça dure entre 1h30 et 2h, mais là encore une fois, ça dépend énormément des directeurs de thèse et les autres de mon laboratoire, c'était pas du tout... soit c'était pas aussi fréquent, soit c'était pas aussi long, enfin ça dépend. Donc le lundi matin quand j'arrivais, je faisais un bilan de ce que j'avais fait la semaine précédente, déjà pour me remettre dans le bain, et ensuite parce que ça me permettait d'avoir tout en tête pour le rendez-vous de l'après-midi. Après les rendez-vous, j'étais souvent morte, donc je retravaillais pas beaucoup par la suite, mais le mardi matin, je faisais un petit bilan de ce qui avait été dit, j'essayais de tout remettre au propre, de remettre les idées bien comme il faut, etc. Et ensuite, comme mes enseignements étaient placés sur les journées de mardi et mercredi, je consacrais plus ou moins ces 2 journées à ça, donc j'allais donner mes cours et en plus j'utilisais le reste du temps de la journée pour la préparation des cours. Comme ça me permettait d'avoir vraiment des blocs lundi, bloc thèse, mardi, mercredi, bloc enseignement et fin de semaine, bloc thèse. Et le vendredi après-midi, j'avais également un séminaire. Et là, on a à peu près une semaine type de mon deuxième semestre. Concernant l'enseignement, j'avais 64 heures d'enseignement puisque c'est la limite. Et en faisant 64 heures, donc 64 heures cette année et 64 heures l'année prochaine, j'aurai 128 heures d'enseignement sur 2 ans et ça me permettra de valider le stage d'agrégation. Pour ceux qui veulent avoir une idée de mon volume horaire de travail, comme je suis plus productif le matin, j'allais à la fac assez tôt, donc j'arrivais vers 7 heures. Et le soir, ça variait beaucoup par contre, mais je dirais qu'en moyenne, je partais vers 17h. Ça variait surtout si jamais j'avais des corrections de copies à faire, là ça pouvait me pousser très loin, ou si ce que j'étais en train de faire était sur le point d'aboutir, ou si j'avais une idée et que je voulais rester, et des fois je travaillais, je voyais pas le temps passer. Après il y a d'autres fois où justement j'étais bloquée, j'y arrivais pas, du coup je partais plus tôt. Enfin vraiment le soir ça variait beaucoup. C'est assez difficile d'estimer le nombre d'heures que je travaillais, mais je dirais 10-15 heures pour la partie enseignement par semaine et 15-20 heures par semaine pour la partie recherche et plus thèse. La principale difficulté que j'ai rencontrée cette année, ça a été le concept de résultat boîte noire. Après une année d'agrégation où il faut comprendre les démonstrations de chaque chose qu'on utilise, j'ai dû passer dans le mindset
ok, ce résultat, je sais qu'il existe, je sais pas le démontrer, mais c'est ok, je peux quand même l'utiliser. Ça, j'ai mis un petit temps à le comprendre et à l'intégrer vraiment, et je pense que encore aujourd'hui, j'ai un peu du mal, j'ai toujours envie de voir toutes les démonstrations, mais ça, c'est pas possible. On peut pas tout approfondir, et du coup, il faut essayer de cibler ce qui est important et ce qui l'est moins, et ça a pas été évident, surtout au début. Une autre difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de travail de l'ombre. Je sais pas trop comment appeler ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des semaines où on travaille énormément, et pourtant à la fin, quand on doit faire le bilan, ou par exemple quand j'étais en rendez-vous, y a rien qui sortait, j'avais l'impression d'avoir rien fait, de pas avoir avancé, d'avoir rien à dire. Et ça, c'était un peu difficile, parce que du coup, j'avais l'impression d'être une glandeuse, alors que pourtant, concrètement, j'avais vraiment travaillé, j'avais vraiment fait des trucs, mais j'arrivais pas à voir ce que j'avais fait et à prendre du recul là-dessus. Donc il y a eu une période où le soir, je me forçais à écrire les mots-clés de ce que j'avais fait dans la journée pour justement ne pas partir avec ce sentiment de n'avoir rien fait. Pareil, c'est très difficile, et pour moi c'est même impossible de faire une to-do list ou de prévoir sa semaine à l'avance. Parce que de mon expérience, c'est le travail actuel qui me dit ce que je vais faire après. Donc, tant que j'ai pas fait le travail actuel, je peux pas savoir ce que je vais avoir à faire après. Donc je peux savoir dans les grandes lignes ce que je vais avoir à faire, mais planifier vraiment ma semaine, ça c'est très compliqué. D'autant plus que je sais même pas combien de temps chaque tâche va me prendre. Enfin c'est très très difficile d'estimer. Je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire. J'ai essayé de répondre à un maximum de questions. Si jamais il vous en reste, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'y répondrai avec plaisir.